Marine Le Pen, nous avons été rejoints par Emmanuel Le Chip de BFM Business. C'est à vous, Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir Marine Le Pen. Bon, on a bien compris avec Olivier tout le mal que vous pensez de la politique européenne en général. J'ai quand même envie de vous demander, parce que c'est important pour la suite, est-ce que vous arrivez quand même à faire une hiérarchie dans l'ordre des fléaux? C'est-à-dire si on met par exemple l'euro, si on met la politique de concurrence, si on met la politique d'ouverture des frontières, est-ce qu'il y a des sujets là-dedans qui vous paraissent plus difficiles que les autres, ou bien est-ce que c'est un ensemble qui vous paraît inextricable? Il y a 4 éléments qui sont fondamentaux et dont il faut obtenir le changement immédiat. C'est la monnaie unique, c'est la primauté du droit européen sur le droit national, c'est toutes les règles qui nous empêchent de mettre en place un patriotisme économique et un protectionnisme, et donc la réindustrialisation de notre pays, et c'est Schengen, c'est-à-dire cette incapacité, cette interdiction que nous avons de maîtriser nos frontières, et notamment face aux flux migratoires. Voilà les 4 éléments qui, à mon avis, touchent aux intérêts vitaux de notre pays. Alors après, ce qui est toujours troublant, c'est que quand on regarde un petit peu les performances des différents pays, et là je voudrais parler de quelques secteurs, on se dit quand même, tous ne réalisent pas les mêmes performances, bien qu'ils aient l'air de courir avec les mêmes boulets aux pieds. Je prends l'exemple de l'automobile. Est-ce que vous considérez que les difficultés de nos constructeurs automobiles sont en partie de la responsabilité de la France, entre guillemets, c'est-à-dire d'un manque de stratégie, de problématiques domestiques, ou bien est-ce que c'est vraiment la faute à l'Europe? Quand on regarde les constructeurs, alors il n'y a pas que les constructeurs allemands, il y en a d'autres qui vont bien en Europe. Non, je crois que c'est la faute de l'euro. Et en cela, je partage tout à fait l'analyse de M. Villain. Clairement, cet euro cher que nous subissons est une des raisons de notre incapacité à développer notre secteur économique, et même une des raisons de son effondrement. Car on est passé en quelques années de 3,5 millions de véhicules produits à 2 millions, je crois, virgule. Les Allemands, ils ont produit 1 million de plus. Oui, mais les Allemands, encore une fois, ils utilisent des salariés qu'ils vont chercher, notamment en Europe de l'Est. Ils font fabriquer les pièces en Europe de l'Est et ils les assemblent en Allemagne. Rien ne nous interdit de faire la même chose. Mais monsieur, ça n'est pas... Est-ce que c'est le modèle que nous voulons faire? Parce que le problème, si vous voulez, de ce modèle, c'est est-ce que l'on veut que notre modèle soit une espèce de course sans fin? Mais les Italiens, Fiat va pas si mal, par exemple. Vers une compétitivité qui, en réalité, est une compétitivité qui se joue par la déflation salariale. C'est ça la vraie question. Moi, je crois qu'on pousse aujourd'hui nos entreprises, et notamment nos entreprises automobiles, à délocaliser. On va construire ailleurs, mais de fait, construisant ailleurs, eh bien, on ne crée plus d'emplois en France. Et on en revient à ce que disait Ford. Je paye bien mes salariés, disait-il, parce que si je ne les paye pas bien, à qui je vais vendre mes voitures? Eh bien, c'est tout le problème de la folie de ce système et de ce modèle économique que celui qui consiste aujourd'hui à fermer des industries en France, mais à les ouvrir à l'étranger, et même mieux que cela. La même firme, en réalité, se concurrence sur le territoire national, puisqu'elle fait fabriquer à très bas coût et elle vient revendre ses véhicules, en réalité, en France. C'est un système qui est un système, à mon sens, absolument mortifère. Que vous n'aurez pas résolu parce qu'il y a des problématiques spécifiques aux constructeurs français. Ah, Est-ce que PSA, par exemple, je veux dire, quand vous voyez tous les constructeurs européens n'ont pas vu leur action passer de 70 à 4 euros. Encore une fois, monsieur Villain a dit quelque chose de très juste. Il a dit il faudra choisir entre l'euro et l'auto. Voilà. Ma question, c'est est-ce qu'on ne se dédouane pas un peu facilement de nos difficultés à nous, nos problèmes de marché du travail, de coûts salariaux, etc. Non, mais monsieur, qu'après il puisse y avoir une réflexion sur la stratégie qu'on doit mettre en œuvre dans l'industrie automobile, etc. Très bien. Mais encore une fois, il y a quand même un point absolument commun à toutes les industries, c'est que 70% des emplois qui ont été perdus dans les 5 dernières années, et il y en a eu un nombre considérable dans l'industrie, c'est la conséquence directe de la concurrence internationale déloyale. C'est-à-dire du fait que, on ne peut pas être compétitif avec des pays qui fabriquent à très bas coût, parce qu'ils ne respectent pas les normes environnementales, parce qu'ils n'ont pas les mêmes coûts sociaux, parce que les salaires qui sont versés sont évidemment dérisoires par rapport aux nôtres. Alors vous parlez de vision, de stratégie, un secteur qui en manque cruellement, c'est l'agriculture.
Le salon ferme les portes ce soir. Il y a 75 000 agriculteurs éligibles à peu près au RSA, 400 suicides d'agriculteurs par an. Ouais. Qu'est-ce qu'on propose à ce secteur qui est pourtant notre deuxième excédent commercial? Qu'est-ce qu'on leur propose comme avenir à nos agriculteurs? Pour l'instant, là, ce qu'il aurait proposé et ce qu'il aurait appliqué... Qu'est-ce que vous leur proposez? Oui, parce que ce qu'il aurait proposé, c'est la disparition. Hein. Et cette disparition va d'ailleurs être accélérée par la multiplication des accords de libre-échange que l'on signe. On a signé il y a quelque temps un accord de libre-échange avec le Maroc, hein, pour les fruits et les légumes. Bon, ça a eu des conséquences catastrophique sur la filière. Aujourd'hui, on envisage, comme je le disais tout à l'heure, un accord de libre-échange avec les USA. C'est la fin programmée de l'agriculture française, car nous ne résisterons pas à cette concurrence, avec au passage d'ailleurs des problèmes tout de même sanitaire lourd, parce que la viande américaine, elle est lavée à l'acide lactique dans le meilleur des cas et au chlore dans le pire des cas. Bon, et cela sans que d'ailleurs ça n'ait fait hurler aucun des députés écologistes. On se demande vraiment à quoi ils servent. Bon, en l'occurrence, si vraiment ils s'intéressaient aux problèmes sanitaires, on le saurait et on les entendrait. On ne les entend pas. Bon. On voit bien que la PAC d'ailleurs s'est orientée aujourd'hui vers le soutien aux gros. C'est quand même étonnant, cette Union européenne, elle ne soutient somme toute que ceux qui n'en ont pas besoin. C'est tout de même assez étonnant, et notamment les gros céréaliers, en abandonnant complètement les exploitations familiales, dont 26% tout de même ont disparu dans les 10 dernières années. C'est considérable. Alors là aussi, Est-ce qu'en France, nos agriculteurs ne devraient pas faire preuve quand même d'un peu plus de solidarité entre eux, sans attendre le niveau européen? Nos agriculteurs, ils sont pris en tenaille entre, d'un côté, la grande distribution et la grande industrie des multinationales agroalimentaires, et de l'autre côté, la concurrence internationale déloyale. Bon. Et donc, ils sont écrasés par cette tenaille. Il est constant que pour pouvoir faire des profits de plus en plus importants, parfois de quelques centimes, ce qui d'ailleurs est à l'origine de la fraude sur le cheval, parce qu'à un moment donné, on contracte le prix, et puis quand on peut plus contracter, eh bien, on change en réalité le produit et on met un produit entre guillemets bas de gamme ou moins cher. C'est ce qui a été le cas dans cette affaire de fraude. Mais à force, si vous voulez, de vouloir faire des profits insensés, les multinationales de l'agroalimentaire ne cessent de serrer la corde autour du cou de nos agriculteurs qui aujourd'hui n'arrivent plus à vivre de leur travail. Il faut donc aussi desserrer, si vous voulez, cet étau, et ça, objectivement, on a fait exactement l'inverse. Et la loi LME qui a été votée sous Nicolas Sarkozy a accéléré ce processus de pressuration de nos agriculteurs qui aujourd'hui, eh bien, sont obligés de fermer. Il y a un plan massif, social massif dans l'agriculture. Évidemment, c'est moins visible que Goodyear, que les plans sociaux à Florange, et pourtant, c'est probablement aussi spectaculaire dans les chiffres, hein. Alors justement, on parlait des solutions nationales un petit peu sur ce sujet du diesel. Hein. On voit bien que, alors voilà, la Cour des comptes a dit qu'il faudrait un petit peu augmenter la fiscalité sur le diesel. Simplement, on voit bien là encore, pour parler de stratégie, que on marche sur des œufs parce que le gouvernement nous dit ah bah oui, mais on peut pas défavoriser un secteur qui est quand même très puissant en France. En même temps, c'est pas très bon pour l'écologie. On écoute justement un son, je crois, avec ce que disent les responsables Delphine Batho et Arnaud Montebourg sur le sujet. Oui, je pense que c'est incontournable de reconsidérer nos choix en matière de fiscalité sur le diesel, mais en même temps, il faut avoir à l'esprit qu'on est dans un moment difficile pour le pouvoir d'achat des familles. Je pense en particulier à ceux qui habitent en grande banlieue, à ceux qui habitent en milieu rural. Notre souhait est de trouver une formule qui permette non pas finalement d'attaquer le diesel, parce qu'attaquer le diesel, c'est attaquer notre industrie, et c'est attaquer nos emplois, c'est attaquer le Made in France. Ouais. Car nous sommes les meilleurs au monde. C'est quand même pas très clair tout ça. Hein. Mais c'est pas clair parce que, vous voyez, on voit bien là, cette classe politique, comme je le disais tout à l'heure, est impuissante. Elle n'a plus les leviers. Alors elle en vient, si vous voulez, à essayer de grappiller partout où elle le peut des recettes supplémentaires parce que la France est en faillite. Mais là où c'est scandaleux, c'est que des millions de Français ont acheté leur voiture plus chère parce que c'était du diesel, quoi. Et à un moment donné, il y a quand même un minimum de morale
moral, il y a un contrat dans des sociétés qui se passe entre l'État et les Français. Et là, on a vraiment le sentiment de se faire avoir en toutes circonstances. Et ça, c'est pas possible. À force de rompre ce contrat, les Français finiront eux aussi à un moment donné peut-être par rompre eux-mêmes leur contrat, et on arrivera peut-être à ce qui est arrivé, puisque je n'ai pas pu terminer tout à l'heure, en Bulgarie, où personne n'en a entendu parler, mais où une mini-révolution, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, hein, une mini-révolution, a entraîné la chute du gouvernement et la chute du Parlement. C'est quand même pas anodin au sein de l'Union européenne. Et ça, dans l'indifférence générale des médias, ce qui est tout de même assez étonnant. Non, parce que le facteur commun à tout ça, c'est qu'on sent bien que partout en Europe, effectivement, l'austérité commence à montrer un peu ses limites. Alors, je vous demande pas où vous couperiez dans la dépense publique, parce que vous allez me dire, on change pas de système, etc. Vous, ce que vous préconisez, justement, l'avantage de votre système quand on sort de l'euro, c'est que vous dites, on retrouve de la marge de manœuvre, notamment pour créer de la monnaie et ne pas, du coup, faire trop d'austérité pour, évidemment, ne pas complètement rendre exsangue la population. Alors, il y a un problème, c'est qu'effectivement, si on retrouve cette marge de manœuvre, il faut savoir jusqu'où ne pas aller trop loin. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est si vous retrouvez cette marge, on sort de l'euro, vous retrouvez cette marge de création monétaire. Mais dans l'histoire, on voit bien qu'il y a très peu de gouvernements qui ont su être raisonnables. C'est-à-dire ne pas aller trop loin, vous voyez, pour se dire on a cette masse d'argent à disposition. Voilà. Et qu'est-ce qui nous garantit que vous serez raisonnable? Ça, c'était un engagement, si vous voulez. Moi, j'ai pris l'engagement auprès des Français. Je leur ai présenté un plan de désendettement de la France. J'ai pris l'engagement de monétiser 100 milliards par an. C'est 5% de la masse monétaire. Or, la BCE et le FMI admettent qu'à 5% de la masse monétaire, il n'y a pas d'inflation. Ou en tout cas, une inflation qui n'est pas insupportable. Ça peut aller à 3,5 ou à 4%, mais ça crée évidemment à côté le retour vers le plein emploi. Bon, c'est ça en réalité. Hein. Et j'ai dit clairement qu'il y aurait 45 milliards pour le remboursement du capital de la dette, 45 milliards pour le remboursement des intérêts de la dette et 10 milliards pour la relance de l'économie. Eh bien, je crois que c'est le seul moyen de se désendetter. Au moment où on se parle, hein, eh bien, on emprunte chaque seconde un SMIC brut pour rembourser les intérêts de la dette. Seulement les intérêts de la dette. Pour le reste, on emprunte 10 000 euros par seconde. Alors, mais est-ce que vous imaginez comment est-ce que que nous disent ceux qui nous gouvernent sur la date à laquelle, dans leur esprit, on pourra commencer à rembourser le capital de la dette? La réponse est jamais. On n'y arrivera jamais. Nous sommes donc en situation de surendettement. On ne s'en sortira pas. Et moi, je crois qu'il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir, c'est de changer le modèle économique. Allez, 10 secondes. Et d'ailleurs, la Grande-Bretagne est en train de se désendetter. Malgré cette facilité, entre guillemets, vous faites quand même une réduction de la dépense publique, vous modernisez quand même l'État. Est-ce que vous êtes contente de la qualité du service public aujourd'hui en France, compte tenu de ce qui nous coûte? Mais bien sûr que c'est améliorable. Évidemment que non. On paye de plus en plus d'impôts. On a de moins en moins de retours. On a moins de santé, de moins bonne qualité. On a moins de remboursement de médicaments. On a moins de police. On a une justice plus lente, etc., etc. Mais le problème, c'est qu'il faut faire des grandes économies. Mais il faut faire des choix. Moi, mon choix, c'est de réserver en priorité aux Français, notamment le système de protection sociale. L'immigration, c'est un coût qui est considérable, qui est spectaculaire. Bon, c'est pas démontré, c'est pas démontré. Mais si, c'est démontré. Écoutez, le plus bas, excusez-moi, le plus bas, c'est 35 milliards. Non, c'est pas vrai. Par an. La moyenne des études, ça rapporte 10 à 12 mais milliards. Faux, et la moyenne la plus faible, ça coûte 20 milliards. Écoutez, il n'y a pas besoin d'avoir fait HEC pour comprendre. Moi, j'ai pas fait HEC, mais je lis ce que les juristes écrivent. Excusez-moi. Il ne peut pas avoir fait HEC pour comprendre que quand on a 5 millions de Français au chômage, eh bien, et qu'on fait rentrer 200 000 personnes supplémentaires par an, ces gens sont eux aussi au chomage, qu'il faut les loger, qu'il faut les nourrir, quoi qu'on en dise. C'est un des pays qui accueille le moins d'immigrés, Madame Le Pen. Mais c'est toujours 200 000 de trop par an, et ça fait 1 million par quinquennat, et je ne parle que des étrangers en situation légale. Merci Emmanuel Le Chypre. Entre autres, on passe à la séquence suivante. Il y a tout le reste. Le point avec Christophe Lodivio.